Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de eldoradoimmobilier.com. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans notre série, quelle est votre boussole, quel est votre nord géographique pour toujours réussir avec la location saisonnière, continuer à cartonner ou retrouver le chemin du succès si vous l'avez perdu en cours de route. Nous abordons aujourd'hui la règle numéro 3 et c'est probablement la règle la plus importante, la réflexion la plus importante que vous allez devoir mener et qui va vous mener vraiment très très loin. Donc soyez bien attentifs à cette vidéo. Je vais vous demander de choisir un profil et vous expliquer les conséquences qu'il y a autour. Soyez très attentifs pour pouvoir choisir quel profil vous convient le mieux et comment vous devez réagir par rapport à ce profil. Donc merci pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit bouton like et à vous abonner à la chaîne YouTube de Eldorado Immobilier pour avoir des vidéos similaires à celle-ci sur la location saisonnière, les réflexions autour de la location saisonnière et aussi pour être notifié lorsque je serai en live pour répondre directement à vos questions. Donc pour cette règle numéro 3 du propriétaire idéal, de la feuille de route du propriétaire idéal qui réussit sans cesse dans la location saisonnière, c'est comment vous connaître vous-même et faire le lien entre ce que vous êtes, vous, en tant que propriétaire de location saisonnière, tous les propriétaires ne se ressemblent pas, et quelle est l'adéquation que vous mettez entre votre statut de propriétaire d'investisseur et votre épanouissement personnel. Quel est votre business idéal? Parce qu'on se perd très très vite. C'est-à-dire que quand on commence la location saisonnière, si on part de zéro, au départ c'est un complément de revenu qu'on trouve un petit peu par hasard et puis on y prend goût, ou alors c'est un héritage qu'on récupère et on se prend au jeu, on multiplie les investissements, on multiplie les secteurs d'intervention et on peut très vite se retrouver au cœur d'une course dans laquelle en fait on n'avait pas vraiment envie d'y être. Donc si vous n'êtes pas dans la bonne course, cette vidéo est faite pour vous. Qu'est-ce que j'appelle la bonne course? C'est que quels sont les vrais indicateurs pour vous de votre location saisonnière et de votre réussite dans la location saisonnière. Si les indicateurs, c'est taux d'occupation, les revenus que vous générez, ça c'est des indicateurs extrêmement importants, bien évidemment. Je suis là pour vous aider à les maximiser, donc je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est des indicateurs importants pour votre activité en tant que telle. Mais est-ce que c'est un bon indicateur du choix pour lequel vous avez choisi de vous lancer dans la location saisonnière, pourquoi vous avez embrassé ce secteur de la location saisonnière? Est-ce que c'est vraiment votre objectif ultime de gagner toujours plus? En fait, pour le savoir, à force d'interviewer des centaines, enfin même plutôt des milliers de propriétaires au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 grandes catégories, 4 grands profils de propriétaires de location saisonnière et savoir à quel profil vous appartenez, ça va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin dans cet équilibre entre investisseur ou gestionnaire de location saisonnière et votre épanouissement personnel, parce que le gros intérêt de la location saisonnière, c'est de pouvoir allier les deux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une activité comme la spéculation en bourse où l'objectif c'est gagner que de l'argent, toujours de l'argent, ce qui est pas mal en soi, mais l'idée c'est vraiment de gagner de l'argent. L'intérêt aussi de la location saisonnière, c'est que c'est à la fois vraiment très lucratif, mais aussi il y a un épanouissement personnel au niveau de l'hospitalité et du service qu'on rend aux gens qu'on retrouve difficilement dans un autre secteur qui allie à la fois haut rendement avec épanouissement personnel. Et donc du coup, quels sont ces profils qu'on rencontre? Le premier profil, je vais appeler ça le profil épicurien. C'est quelqu'un qui utilise la location saisonnière comme complément de revenu, comme une activité accessoire. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif. Il y a énormément de gens qui font la location saisonnière en activité accessoire et qui le font très bien et qui ne cherchent pas forcément beaucoup plus. Donc du coup, voilà, premier profil, celui qui utilise la location saisonnière comme un complément de revenu au quotidien, comme une poire pour la soif et qui finalement sont contents très bien et très heureux avec ça. Le deuxième profil, c'est le self-made man. C'est-à-dire celui qui s'est construit un petit peu tout seul à partir de rien. C'est classiquement, voilà, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, quelqu'un qui en avait marre de son boulot ou qui avait perdu son boulot ou qui voulait se créer un autre travail
et qui a fait de la location saisonnière ou qui veut faire de la location saisonnière une activité à temps plein. Donc son activité principale, à la différence de l'épicurien pour qui c'est une activité accessoire annexe. Et donc du coup, le self-made man, c'est peut-être celui qui va avoir le plus de pression entre ces indicateurs de taux d'occupation, de revenus que tous les autres propriétaires vont lui demander, la banque va lui demander, etc. Et puis concilier sa vie familiale et ses autres passions à côté. Le troisième catégorie, voilà, il n'y a aucune catégorie qui est supérieure qu'aux autres, c'est juste des catégories différentes. La troisième catégorie, c'est ce que je vais appeler l'architecte. C'est le propriétaire qui a commencé par un appartement qu'il a hérité, sur lequel il a investi, peu importe, et qui se développe, qui est un architecte et donc du coup qui va vouloir créer beaucoup d'unités. Donc il va peut-être essayer d'automatiser au maximum, de standardiser au maximum pour développer un patrimoine vraiment considérable, le plus important possible. C'est ça qui le motive et c'est ça qui le rend heureux. La quatrième catégorie, c'est la catégorie entrepreneur. Donc au-delà de l'aspect architecte, non seulement l'entrepreneur cherche à se développer, à avoir de plus en plus de propriétés, mais il se développe aussi dans d'autres secteurs annexes. Par exemple, l'entrepreneur, ça va être celui qui va se dire il manque quelque chose dans le secteur de la location saisonnière, il n'y a pas d'assurance par exemple pour la location saisonnière qui tienne vraiment la route, je vais créer ce service-là. Ou alors, je suis propriétaire, j'ai acheté pas mal de locations et les channel managers que je rencontre, ils ne sont pas terribles, je vais créer mon propre channel manager. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va encore plus loin et qui trouve son épanouissement à la fois en rendant service aux locataires, mais aussi à ses alter ego en cherchant à créer des nouveaux business. Et tout ça, ça s'exprime à différents niveaux de nos locations saisonnières. Et il n'y a pas de profil supérieur aux autres, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous puissiez identifier quel est votre profil dominant. Vous rentrez pas forcément, chacun ne rentre pas forcément dans les petites cases, mais quel est votre profil dominant pour ne pas vous tromper de route. C'est-à-dire que si vous êtes un épicurien qui voulait gérer de la location saisonnière comme d'un complément de revenu, n'allez pas vous comparer frontalement avec l'architecte ou avec l'entrepreneur qui, eux, veulent créer un empire soit de l'immobilier, soit beaucoup plus diversifié possible. L'entrepreneur, lui, il va se retrouver vite limité quand il va discuter avec l'architecte parce que l'entrepreneur, ok, il a de l'immobilier, mais il veut faire d'autres choses à côté et l'architecte, il ne comprend pas ça non plus. Donc c'est important que vous puissiez savoir dans quel profil vous inscrivez pour voir comment rendre le plus de services possible à vos locataires. Et une fois que vous en connaissez plus sur vous-même, vous allez pouvoir communiquer vos valeurs à travers, par exemple, le cadeau de bienvenue que vous allez offrir à vos locataires, le petit mot d'accueil, et zoomer sur chaque locataire pour ne pas créer du standardisé, ne pas oublier les règles précédentes, ne pas faire du standardisé et créer une édition limitée, mais qui correspondent à votre image. Vous n'allez pas créer une édition limitée la même si vous êtes un architecte que vous voulez vous développer. Vous n'aurez pas les moyens de créer quelque chose de super personnalisé, comme peut le faire un épicurien dont le plus grand plaisir, ça va être d'avoir une seule location, et de pousser le sens du détail au maximum pour que ces locataires soient toujours hyper heureux de pouvoir les rencontrer. Et c'est parfois difficile de discuter entre catégories, et j'ai mis quand même assez longtemps à me rendre compte que finalement, l'épicurien, c'était peut-être la partie la plus noble de la location saisonnière, et quelqu'un qui veut vraiment, qui trouve son bonheur dans le fait d'épanouir et d'accueillir les locataires, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau qu'on puisse trouver, même s'il n'a pas envie de se développer et développer un empire à côté de ça. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple qui va vous parler ? Il y a ce couple qui fait partie du cercle privé et qui a une location saisonnière près de Lyon. Ils habitent une vieille maison qu'ils ont héritée et ils financent tout simplement la restauration de leur maison en louant une partie de la maison en location saisonnière. Ils accordent une importance particulière à être présents quand il y a chacun des locataires qui arrivent, à personnaliser l'accueil qu'ils ont des locataires, et ils ont une note de 9,8 sur booking.com et désormais ils louent à 60% direct avec des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de revenir chez eux à chaque fois qu'ils viennent dans la région. Ça, c'est la catégorie épicurien finalement. Ensuite, on a la catégorie un peu architecte, épicurien et self-made qui se mélange un peu avec finalement une conciergerie, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Only Provence, qui gère des locations saisonnières, en fait des villas extrêmement luxueuses dans le sud de la France.
Donc en Provence, voilà, préférentiellement dans le Luberon, mais en Provence d'une manière générale. Et qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il dresse un bilan, donc à la fin de chaque année, il liste toutes les propriétés qui sont à son inventaire et il élimine les 5 qui ont les plus mauvais, entre guillemets, commentaires pour avoir la conciergerie la plus haut de gamme qui existe sur le marché. C'est son plaisir à lui, il ne va pas se comparer à l'entrepreneur, à l'architecte qui veut en avoir le plus possible, c'est son épanouissement à lui. Et en fait, on se rend compte que la rentabilité, elle ne vient pas forcément de la quantité non plus. On peut très bien avoir un nombre limité de locations saisonnières, mais si on optimise bien tous les postes, dépenses, achats, gestion, et qu'on fait le ratio avec les maux de tête que ça peut procurer d'en avoir beaucoup, finalement la rentabilité n'est pas forcément là où elle se trouve. C'est ce qu'ont compris énormément d'artisans. Il y a beaucoup d'artisans qui ont débuté à leur compte tout seuls, et puis finalement ils ont embauché une personne, 2 personnes, 10 personnes, et ils se rendent compte qu'avec 15 personnes et 150 chantiers par mois, en fait, ils gagnent moins d'argent que quand ils étaient que 3 personnes. Ça, c'est des calculs que vous devez faire aussi qui sont extrêmement importants. Il est parfois intéressant de réduire un peu la voilure, surtout si vous êtes une conciergerie. C'est facile à faire, mais sinon, vous pouvez faire des arbitrages en faisant des ventes. Les locations saisonnières, les appartements, les maisons qui vous coûtent le plus cher, qui ne sont pas forcément en bon état et qui attirent des mauvais locataires, ça va vous générer du stress et des maux de tête supplémentaires et un travail plus important que ça devrait, alors que si vous vous séparez de ça pour vous concentrer sur celles qui sont les plus efficaces, finalement, il est très fort probable que vous allez mieux gagner votre vie comme ça. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à déterminer dans quelle catégorie, dans quel profil de propriétaire vous êtes et à assumer ce profil de propriétaire pour pouvoir l'assumer et le retranscrire à vos locataires et ils vont le sentir. Les locataires vont sentir si vous épanouissez dans la location saisonnière et savoir, ils sauront vraiment vous le rendre derrière. Il n'y a pas que les locataires. Ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous aurez fait cette étape de profil, mettez à plat quelles sont vos missions en tant que propriétaire. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et ensuite, partagez ces missions et ces objectifs par écrit sur le site internet de votre location saisonnière et par écrit auprès de vos employés. Et vous verrez que le fait de comprendre comment ça se passe, ça se passe beaucoup mieux. Quelqu'un qui a fait une reconversion et qui est allé dans l'Ardèche profonde pour élever des chèvres et accueillir des gens dans une yourte, quand il explique son histoire, voilà, j'habitais à Paris, j'étais cadre sup, j'ai voulu changer de vie, j'ai créé ma yourte. Quand vous arrivez, vous, en tant que voyageur, et que vous louez à cette personne-là, vous voyez tout de suite qu'il se sent bien dans son domaine. Donc, en l'occurrence, c'est le self-made man qui est parti de zéro en location saisonnière et qui a envie. Vous comprenez son histoire en tant que voyageur, ça passe très bien, vous comprenez ses valeurs, pourquoi il fait ça, et du coup, il y a un lien de confiance et un sentiment de réciprocité qui se met en œuvre, et vous avez envie de le recommander auprès des autres. Et ça, c'est extrêmement important, plutôt que d'être complètement dépersonnalisé. Donc partagez vos missions avec toutes les personnes qui vous entourent, y compris à vos employés. La question fondamentale que vous devez vous poser, c'est à quoi voulez-vous que votre business de location saisonnière ressemble? Quel est votre vrai objectif au final? Et ce n'est pas forcément la course à laquelle vous êtes mis dedans, de gagner toujours plus, etc. Vous pouvez choisir, comme certains propriétaires, de dire 2 jours par semaine, je ne fais rien. Et 1 jour par semaine supplémentaire, je me fais une soirée barbecue, une soirée pizza avec mes locataires. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? En externalisant une partie des choses. C'est comme si vous choisissez de ne plus avoir d'appels téléphoniques le soir quand vous rentrez chez vous, privilégiez votre vie de famille. Quand on est propriétaire de location saisonnière et qu'on gère des choses en direct, ne pas avoir d'appel après 18 h, ça paraît impossible parce que c'est l'heure à laquelle justement les locataires arrivent et peuvent avoir des problèmes. Et c'est l'heure à laquelle, à contrario, ceux qui ne sont pas encore locataires, c'est l'heure à laquelle les gens sortent du travail généralement et c'est l'heure à laquelle ils s'intéressent aux locations saisonnières et ils vous appellent pour avoir des renseignements. Mais ça, vous pouvez aussi l'externaliser. Donc c'est à vous de voir quel est votre objectif principal
à la fois en termes de business et en termes d'épanouissement, et à côté, vous mettez le coût. L'idée, c'est pas de faire ça, voilà, j'aimerais ne pas travailler du tout. L'idée, c'est de dire, j'aimerais ne pas travailler 2 jours par semaine, ou j'aimerais ne pas répondre au téléphone le soir, et vous mettez à côté combien ça coûte d'externaliser ça. Vous faites le ratio entre les deux, et vous voyez si vous êtes prêt à le faire ou pas. Et même si vous n'êtes pas financièrement prêt à faire cette concession tout de suite, ça vous donne une boussole pour la suite, parce que si vous avez un seul appartement ou 2 appartements, quand vous en aurez 5, 7, 8, vous serez à même de dégager suffisamment de liquidité pour vous permettre d'aller dans cet objectif-là. Et donc, au lieu d'avoir pour objectif de développer un patrimoine pour dire développer un patrimoine et d'avoir un compte en banque plus étoffé et une valeur de patrimoine immobilier plus importante qui sont les ratios habituels avec lesquels on se compare, non, vous allez développer votre patrimoine pour arriver au niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir atteindre la vie que vous voulez. Et c'est ça qui va être le moteur extrêmement puissant de votre motivation pour tenir sur le long terme et continuer à vous développer de manière efficace et très rentable. Ça va être finalement la grosse différence entre le burn-out et la réussite. Qu'est-ce qui est fondamentalement différent entre les deux? C'est que quand ceux qui ont une réussite vraiment éclatante, c'est ceux qui ont un objectif clair. Ils savent où ils veulent aller, quel que soit l'objectif, et ils tendent vers cet objectif. Et tant qu'ils ne l'ont pas atteint, toute leur mission va là-dedans. Si vous vous comparez uniquement aux autres et que vous continuez à avancer pour dire d'avancer, vous arrivez à un moment où vous allez vous dire mais finalement, à quoi ça sert? Quel est mon vrai objectif? Vous aurez perdu votre objectif de vue et c'est là où les ennuis arrivent. Donc je vous invite à sélectionner lequel de vos profils est le plus intéressant et le plus prédominant chez vous, à mettre sur écrit les coûts qui vont avec pour atteindre vos objectifs. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, la règle numéro 4. Et la règle numéro 4, elle va vraiment changer de votre vie. À très très vite.